Bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo sur Kinshasa Télévision. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission, le grand plateau de Marius. Aujourd'hui, mon invité du jour sur ce plateau, Madame Pauline Kabangu Chita. C'est un nom que peut-être pour la nouvelle génération, vous ne connaissez pas, mais j'ai grandi avec ce visage à la télévision. Et pour moi, c'est un honneur, Madame. Je ne sais pas si je dois vous appeler Madame ou Maman, mais je pense que j'ai besoin de votre permission. C'est exactement la même chose. Parce que vous êtes jeune, vous pouvez être mon fils. Oui. Et je suis une dame, ça ne change rien. Alors maman, permettez-moi de vous appeler comme ça. Maman Pauline Kabangu Chita, je voudrais vous dire d'ailleurs quelle émotion, quel plaisir, quel honneur de vous avoir sur ce grand plateau de Marius. Merci énormément d'avoir aménagé du temps pour être avec nous aujourd'hui. Je vous dis aussi merci d'avoir pensé à cette émission avec moi. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est moi qui suis honoré parce que, je vais vous dire, j'ai grandi avec vous à la télé, je vous regardais à la télé et jamais, j'étais jeune, je pense que j'avais 12 ans, jamais je pouvais d'abord imaginer que je deviendrais un jour journaliste, mais que je pouvais vous voir en face et aussi vous avoir sur mon plateau, donc vous pouvez imaginer combien je me sens tout petit devant vous. C'est vraiment un honneur, mais je vais m'efforcer de vous poser des questions et surtout de vous connaître davantage. Je vous connais, mais les jeunes qui viennent d'arriver aujourd'hui, surtout dans ce métier, ne vous connaissent pas. Vous êtes une légende. Quand je le dis, comme on dit en anglais, I mean it. C'est vrai, vous êtes une légende, mais on a très peu parlé de vous. Alors, vous, j'ai lu un tout petit peu sur vous. Vous êtes de Kinshasa, et puis vous êtes allé commencer ce métier dans le Kasaï. Après, vous êtes retourné ici pour être engagé à la RTNC avec une série d'émissions. Et moi, je vous découvre à la présidence de la République, parce que chaque fois que le président était en mission, c'est vous qui étiez l'envoyé spécial de la RTNC. Alors, ça, c'est ma façon, ma lecture. Et si je vous demandais à vous de nous dire qui vous êtes? Bon, pour que je vous dise qui je suis, bon, je vous dirais d'abord que ça doit peut-être commencer avec dans quelle famille j'ai vécu. Parce que on grandit et on devient quelqu'un suivant ce que vous avez appris à la maison. Et vous avez des exemples à suivre selon les personnes que vous voyez. Normalement, le papa, la maman, et vous suivez un peu leurs pas, si vous faites attention à tout ça. Donc, moi, j'ai vécu dans une famille où mon père était quelqu'un qui était un battant. C'était pourtant du temps des Belges. Donc, au départ, il était à Ndemba, au Kasaï, là où il était né. Et quand les Belges sont arrivés là-bas, il a commencé à se rapprocher d'eux. Et ils lui ont dit que si vous voulez épouser une femme, il faut aller au couvent des sœurs. Ah. Il y avait un couvent des sœurs à Maïmounene. C'est là que ma maman était. Donc, dès que les filles avaient 16 ans, on les prenait au couvent pour qu'elles n'aient pas d'autres problèmes et que les hommes pouvaient aller là-bas choisir une femme parmi... Une bonne femme. Oui. Ouais. Et être sûr que oui, c'est une bonne femme. Parce que là, ils étaient déjà baptisés et tout, donc ils suivaient un peu le catholicisme et puis c'est un peu comme ça. Donc mon père a épousé ma mère là et puis ils sont arrivés, je coupe un peu court, ils sont allés à Loulouabourg. Maintenant, c'était dans la grande ville. Donc arrivé à Loulouabourg... Loulouabourg, c'est quoi aujourd'hui? C'est Kananga. Kananga. Oui. Okay. Donc, ils sont arrivés à Kananga, je peux continuer par là. Et mon père a tout fait et il est devenu administrateur, en quelque sorte, de territoire. Et il n'a plus voulu rester au Kasaï. En 1951, il a amené toute sa famille à Kinshasa. Mais pendant qu'on était au Kasaï, donc à Kananga, mon père envoyait ses enfants dans les grandes écoles. Donc, mes grands frères, ils ont étudié à Boulongo. Ils allaient là-bas, ils étaient à l'internat. Et mes sœurs quittaient le Kasaï jusqu'à Banzamboma. Rien, parce que papa disait que je vois aussi les femmes ici, elles sont bien éduquées.
Donc, mes enfants doivent être très bien éduqués. Même si vous étiez à Kananga, vous êtes originaire du Kasaï oriental, Oui, c'est ça? oui. De Mbujimaï. Oui. Ok. Alors, mes sœurs allaient à Kananga. C'était une grande distance. Parce qu'il fallait prendre le bateau, il fallait prendre le train et arriver. Et tout le monde se moquait de notre papa à l'époque. Il disait, mais les filles, elles vont se marier. Pourquoi perdre le temps comme ça? Alors, quand on est arrivé à Kinshasa, moi aussi, on m'a envoyé là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que mon père était quelqu'un qui voulait toujours avancer. Et finalement, il est entré dans un peu le groupe là qu'on appelait les évolués. Il travaillait à la fonction publique et il était parmi les Congolais qui ont été les premiers à aller en Belgique, enfin pas les premiers comme tels, mais invités dans une délégation pour comment on appelait ça encore? L'exposition universelle de Belgique avec l'atomium. Ouais, ouais. Notre papa était parmi cette délégation-là. Donc c'est comme ça un peu ce que lui fait et ce que lui a fait pour toujours avancer. C'est un peu ce qui a destin sur moi. Et puis il y a du côté de ma maman, elle n'avait pas elle n'avait pas étudié pratiquement, pas grand-chose. Mais quand on est arrivé à Kinshasa, elle a commencé à se rendre au foyer social. Il y avait un foyer social pour les épouses des évolués. Donc elle allait là-bas et elle a appris beaucoup de choses là-bas. Elle a appris même à faire son budget de ménage, comment faire la maison, comment tenir une maison, comment faire la cuisine, comment arranger les lits, tout ça, elle a appris là-bas. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec ce métier, avec le journalisme? Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir journaliste? Voilà, quand je suis partie en Europe, bon, je coupe un peu court. En Europe, à quel âge? J'avais 14 ans. Ok. Parce que mon beau-frère, qui avait fait l'école de médecine à l'époque, ça s'arrêtait à... Ils n'avaient pas de diplôme de médecin. Ils devaient rester des infirmiers ou quelque chose. Alors, on a pris un groupe aussi de médecins, de jeunes, qui étaient des assistants médicaux. On les a envoyés en France, en Belgique, tout ça pour apprendre et devenir médecins. Alors, c'est comme ça que ma sœur nous a pris, moi et ma petite sœur, nous sommes allés en France, à Rennes. Et c'est quand je suis revenue de là, il y a eu déjà le problème de l'indépendance et tout le reste. Et il y avait des problèmes avec les Balouba et les trucs. Et mon papa était rentré au Kasaï. Alors, rentré au Kasaï. Quel problème avec les Balouba? Ah, je ne sais pas trop. Il y avait un peu des dissensions. Il y avait Kalonji Moulopoué qui est rentré... de la table ronde, oui. Ouais. Non, pas de la table ronde. Il est rentré de Kinshasa, il est parti au sud Kasaï. Okay. Et il voulait faire aussi sa république là-bas, non? Alors, comme mon papa était toujours trop bien placé, donc il est parti avec. Et c'est comme ça que quand je suis revenue de France, j'ai trouvé que mes parents n'étaient plus à Kinshasa, mais mes frères étaient là. Donc, ils m'ont dit non, toi, tu es une jeune, tu dois rentrer, aller chez tes parents. Donc, ils m'ont envoyé et je suis rentrée, je suis arrivée à Mbujimaï. Et à Mbujimaï, arrivé là-bas, le directeur de la radio-télévision, non, c'était pas encore télévision, en tout cas pas à Mbujimaï. Okay. Le directeur de la radio me dit, mais toi, tu parles très bien français, hein? Il faut que tu viennes à la radio. Moi, j'ai besoin de toi. Je dis, ah, moi, je ne veux pas faire la radio, j'écoute votre radio là. C'est un peu bizarre là. Je vais faire les communiqués et les disques demandés. Alors, j'ai accepté, donc c'est comme ça que je suis entrée dans le métier. Un peu petite porte. Oui. Alors, arrivé là-bas, pendant qu'on avait des émissions qui faisaient 2 heures. Donc, il y avait le journal en Chiluba, en français, et puis les disques demandés, et on arrêtait la radio. Alors, quand j'entendais les journalistes qui étaient là-bas, qui faisaient le journal, c'était un peu la catastrophe. Oui. Je lui dis non, 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 franchement, ça, c'est pas le français. J'accepte de faire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais, je peux dire que j'avais un rêve, parce que je lisais beaucoup dans ma jeunesse. Comme mon père était évolué, il recevait des journaux, il recevait des livres pour les enfants, même des romans. Donc, j'ai lu beaucoup.
J'avais 12 ans, 13 ans, je ne faisais que lire. Mais c'est à quel moment, quand vous arrivez à cette radio, que vous vous dites, là, je pense que j'aime ce métier, parce qu'au début, vous avez refusé. Oui, mais le problème maintenant, c'est que quand je lisais, je voyais qu'il y avait des femmes qui faisaient la photographie. Donc j'ai dit, ah, moi je vais devenir la première femme photographe du Congo. Donc ça veut dire que j'avais déjà l'envie d'être la première quelque part. Alors maintenant, c'est là, quand j'ai commencé à faire le journal, j'ai dit, tiens, c'est quand même très intéressant. Parce que je n'avais aucun métier à l'époque, je n'étais pas formée dans un domaine ou dans un autre. J'avais juste les humanités. Alors, quand je suis revenue, parce que je me suis mariée et je suis venue à Kinshasa pour accoucher. Arrivé à Kinshasa, on me dit qu'on est en train de faire un concours pour entrer à la RTNC. J'ai dit, ah tiens, moi je travaillais déjà là-bas. Je cours vite, je viens là-bas, je fais le concours et je suis retenue. Alors, quand j'ai commencé maintenant à travailler à la radio, il y avait un stage pour journaliste avec l'OCORA. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était l'Office de coopération radiophonique avec la Radio France, on peut dire. Donc, il y avait des Blancs qui étaient là et qui formaient maintenant les journalistes carrément. Donc, on m'a envoyé, va là-bas parce que tu as une belle voix, tu parles bien, oui, vas-y. Tu as une voix radiophonique, comme on disait. Alors, on m'a envoyé et j'ai fait le stage. C'est comme ça, quand j'ai terminé le stage de journaliste, je suis devenue journaliste. Et on m'a envoyé à la télévision. J'ai fait un peu de radio, du journal parlé aussi. Et finalement, on m'a envoyé à la télévision. Et là, vous épatez, tout se passe bien, vous devenez, même à la radio, j'ai lu l'article, tout le monde veut vous écouter à la radio. Et c'est qui vous donne l'opportunité finalement de présenter le journal à la RTNC nationale? Parce que c'est pas évident quand on vient de l'intérieur, Non, mais là, j'avais fait un concours. Oui. On ne considérait pas ce que j'avais même fait à l'intérieur. On a juste considéré que j'ai réussi au test, oui, au concours, et je suis engagée. Et maintenant, comme j'avais fait le stage et que j'avais réussi le stage, on m'a mis avec les journalistes. Donc là, j'étais animatrice, présentatrice des émissions. Et maintenant, je suis devenue journaliste. Alors là, on sent dans votre façon de faire les choses quand vous arrivez à la RTNC que voilà, ça devient votre truc. Et vous vous donnez tellement à ce que vous faites que vous dites quelque part, j'ai lu dans un journal, je me préoccupe moins du mariage que de mes enfants et de mes études. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment-là, rien ne vous intéresse plus que votre travail. Absolument. Et vos enfants. Absolument. Le mariage, ça vous dit plus rien? Non. Parce qu'à l'époque, il faut dire quand même que le mariage, ça l'est encore quelque peu aujourd'hui. Oui. Pour une femme jeune que vous étiez, le mariage, c'est quand même l'idéal. Oui, mais j'étais divorcée. Oui. Alors, bon, comme je m'étais divorcée, je faisais que travailler. Alors, l'équipe avec laquelle j'ai fait le cours, avec l'OCORA, de formation de journalistes, nous avons eu un concours pour aller à Paris, au centre de formation de journalistes, pour compléter. Bon, on n'a pris que 5 personnes, moi j'ai raté, j'ai peut-être 6e ou 7e, je ne sais pas. Mais ceux qui nous donnaient cours ont beaucoup regretté. Ah, toi, tu aurais dû aller. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais alors, comme j'étais restée, oui, je me suis dit, maintenant, eux, quand ils vont revenir, ils vont être mieux placés que moi. Donc, je dois faire quelque chose entre-temps pour que quand eux, ils viennent, ils me trouvent aussi avec un diplôme. Et là, vous faites quoi? Et je suis allée au CIDEP avec les cours du soir. Donc là, on fait le cours du soir. J'ai dit, bon, j'ai fait le graduat là-bas en sciences commerciales. Je me suis dit, bon, je fais le sciences commerciales. J'avais toujours cette intention de faire quelque chose que quelqu'un n'a pas fait. Donc, que je sois toujours la première. Alors, j'ai étudié les sciences commerciales, options financières. J'ai dit, bon, je vais maintenant être spécialiste dans le domaine. Non? Financier. Oui. OK. Alors, mais pendant que je donnais chaque année, je donnais les résultats. Parce qu'on était cotés à l'époque. Hein? Okay. Donc, chaque fois, il faut qu'on sache un peu qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je donnais toujours les résultats de l'année. Voilà ce que j'ai obtenu comme point, quoi. Alors, c'est comme ça qu'en fait, ça fait que j'ai avancé un peu vite.
Parce que non seulement il y avait le fait que j'étudiais déjà aussi, mais il y avait le fait que je faisais des choses qu'on ne m'avait pas demandé de faire. Comme quoi? Comme par exemple, créer un bureau d'archives. Tu vois, quand on allait travailler à la radio, les bandes de cassettes traînaient partout dans les studios. Alors quand je suis allée, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Elle m'a dit, mais ce sont les interviews, les émissions. J'ai dit, mais pourquoi vous laissez ça comme ça? Nous, on vient d'apprendre avec les Français, là, que les archives vous aident dans votre travail. Vous pouvez retrouver quelque chose d'ancien et ajouter du nouveau. Ça fait quelque chose de différent, au lieu que ça soit monotone. Alors j'ai commencé à ramasser ça et on m'a donné un magnéto et le bureau où j'occupais, j'ai commencé à ranger les archives. Alors tout le monde qui passait là me voyait en train de faire, mais cette femme-là, elle fait les archives, je commence à marquer, donc je mets des labels, je fais tout moi-même. J'écoute, c'était quoi? Ah, mercredi de la presse, Mobutu et la presse. Il faisait toujours des conférences de presse tous les mercredis. Au début, évidemment. Les choses, comment je peux dire que ça commence toujours bien, et puis il y a quelque chose qui dérange et il avait arrêté. Mais tout ça, c'est une richesse, selon moi. Ah ouais, bien sûr. Alors quand j'ai bien arrangé, on m'a même acheté des armoires finalement. Et le ministre de l'époque, c'était Jean-Jacques Kandé. Il a dit, il m'a nommé chef de bureau chargé des archives. C'était pas statutaire, c'était juste... pour vous encourager dans ce que vous faisiez, pour vous honorer, j'imagine. Alors, mais vous, quand vous commencez ce métier de journaliste à votre époque, on sait que les choses ont un tout petit peu changé aujourd'hui. Dans la plupart des photos que j'ai vues de vous, qu'on peut voir maintenant, on voit que vous êtes dans un milieu entouré d'hommes. Vous êtes pratiquement dans toutes ces images la seule femme, l'unique femme. Et comment on se sent en ce moment-là dans ce genre d'environnement? Je me sentais très à l'aise. Parce que d'abord, les personnes avec lesquelles je travaillais, on était comme une famille. C'est-à-dire qu'on s'entendait bien, on allait manger des beignets ensemble et tout ça. À la rédaction, on était toujours en train de rire de ceci ou de cela. Donc, non, je ne pensais même pas à ça. Bon, je ne suis pas une personne qui, comment dire, qui met des galons. Okay. J'étais avec tout le monde pareil. Ouais. Alors, mais... Aujourd'hui, il y a par exemple de plus en plus de langues qui se délient par rapport à ce que les gens ont vécu à une certaine époque, que les hommes les ont fait subir. Est-ce que vous avez, vous, en ce moment-là, eu des expériences où on vous a traité parce que vous étiez femme d'une certaine façon? Heureusement, non. Parce que d'abord, je suis entrée par concours, ce qui fait qu'il n'y a personne qui m'a aidé pour ça. Et puis deuxièmement, j'avançais trop vite avec tout ce que je faisais. C'est-à-dire que je fais mon travail avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Donc, je ne pensais pas à autre chose qu'à mon travail. C'est-à-dire que maintenant, c'était un peu difficile pour les gens. Ils ne me faisaient pas confiance. Parce que les chefs, ils se disaient qu'une femme, bon, une femme n'a jamais fait. Ce n'était pas facile de me donner des responsabilités. Donc, ça a été toujours comme ça. Chaque fois, il y a un petit frein. Par ici, un petit frein, par là. Alors, mais ils étaient obligés parfois de dire, mais elle a très bien fait ceci, pourquoi on ne lui donne pas cela? Comme pour dire, quand vous faites bien votre travail, ça paye toujours. Et oui. Alors, je suis presque tenté de dire parachuter, mais je pense que c'est un gros mot que je n'oserais pas utiliser pour vous parce que je connais vos compétences. Racontez-nous comment vous arrivez à la présidence, à rencontrer le puissant président Mobutu jusqu'à être correspondant, être partout où il va. Comment vous arrivez là? Bon, c'est encore une longue histoire. Ok, mais vous êtes comme une bonne journaliste. Comme ça, à notre époque, les choses s'amélioraient de plus en plus. Ouais. Donc, on nous a acheté un quart de reportage. Quand le quart de reportage est arrivé, la plupart des journalistes ne sortaient pas avec. Souvent, c'était moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous aviez quand même certains privilèges. Hein? C'est-à-dire qu'on m'envoyait. C'est peut-être des choses qui n'intéressaient pas
d'autres personnes. Ok. Dit que, ah, il y a quelque chose là-bas chez les militaires, il y a une revue, il faut aller là-bas faire le reportage. C'est pas intéressant pour d'autres personnes. Mais moi, tout m'intéresse. Tout, je vais toujours avec le sourire et je fais le travail avec tout mon cœur, toujours. Et je ne suis jamais en retard. Et je suis toujours... Ça. Vous êtes arrivé 30 minutes avant l'émission. Je suis toujours très sérieuse dans ce que je fais. Ouais. Donc, quand je fais quelque chose, je le fais. Donc, quand je suis engagée aussi, je suis mon engagement. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, on a commencé à me connaître. Les gens ont commencé à dire, mais c'est qui ça, la Kabangou là? Donc, on commençait maintenant à chercher qui c'est. Alors, c'est toujours avec ce travail. Maintenant, on m'envoie comme permanente. Je ne sais pas ça. Je pense que ça n'a pas existé avant, mais en tout cas, on m'a envoyé comme journaliste permanent au Parlement. Ok. Alors, à l'époque, c'était l'honorable Boboli Kolokonga. Bon, j'ai commencé à travailler au Parlement et j'écoutais tout ce que les parlementaires disaient. On était en dictature, mais quand ils étaient dans leur maison fermée, là, il y a des parlementaires qui se permettaient de dire un peu des choses, des petites choses. Les langues se dévient un peu contre le chef, contre le gouvernement, un peu des petites choses, pas des grands. Mais moi, je prenais toujours ça et je balançais ça aussi à la radio. Okay. Parce que là, c'était la radio. Donc, je balance à la radio et je fouille. On me cherche, je ne suis plus là. Okay. Alors, tous les parlementaires maintenant commençaient à me connaître. Ah, elle a bien fait ça aujourd'hui, là. Elle a dit ce que tu avais dit, tu vois. Maintenant, le président sait que tu as dit ça. Okay. Un peu des choses comme ça. Okay. Alors, après ça, il y a eu un voyage du président Boboliko. Il avait été invité en Mauritanie. Il a dit non, j'amène notre journaliste avec notre caméraman. Donc, nous sommes partis à deux. Et nous avons fait le travail. Chaque jour, j'envoyais des reportages à la radio. Et c'était très bien suivi. Ils ont beaucoup aimé au Parlement. Et quand nous sommes rentrés, on m'a dit non, maintenant tu quittes le Parlement, tu vas aller à la présidence. C'est comme ça que je suis allé à la présidence. Arrivé à la présidence, bon, le ministre qui était à l'époque, c'était Mokolo Wampombo. Il m'a écrit, il dit que bon, tu pars, tu vas travailler à la présidence maintenant comme permanente. D'abord, c'était des équipes qu'on envoyait. C'est-à-dire que les journalistes changeaient chaque jour. Donc lundi, c'était quelqu'un. Mardi, c'était peut-être lui. Oui. Mercredi, c'était quelqu'un d'autre. Oui. Mais là, on m'envoie, on me dit que désormais, tu es permanente là-bas. On ne change plus. Parce que dans l'entretemps, il y avait eu un petit problème, une petite manifestation des journalistes caméramans qui avaient porté des pancartes. Et quand Mobutu passait, ils ont ouvert les vestes. Alors quand il a vu ça, il était dans tous ses états. Donc il lit seulement, mais il ne dit rien, il tourne, il va. Et quand il arrive là-bas, maintenant, poum, tout tombe là. Les gens sont entrés en prison et tout. Donc maintenant aussi, à la télévision chez nous, le directeur général dit que non. Pour éviter qu'il y ait des problèmes, maintenant, on envoie seulement une seule personne. Et c'est comme ça que je suis devenue permanente à la présidence. Mais il m'a écrit en disant que vous êtes là-bas à la présidence. Quand le président voyage, vous restez, vous revenez à la rédaction du journal. Je n'ai pas protesté. J'ai fait le travail comme on m'avait demandé. Et chaque fois que le président voyageait, moi je rentrais à la rédaction et je faisais le journal télévisé et tout ça. Et quand le président revenait, je revenais à mon poste. Et c'est comme ça, pendant des années. Après, il y a eu le décès de maman Mobutu. Et on devait faire le reportage à partir de l'aéroport. On m'avait toujours laissé ce travail. J'allais toujours, quand il y avait des choses à l'aéroport, je faisais des reportages en direct à partir de l'aéroport. Je faisais les interviews à l'aéroport. Et c'était devenu comme ça. Ça n'a pas changé. Donc finalement, pendant qu'on était là, on a été pour faire l'arrivée du corps. Et bon, nous-mêmes, on était très émus, très tristes aussi. Donc ça se ressentait dans le reportage qu'on faisait. Alors, on a fait un grand reportage parce qu'on a commencé de l'aéroport jusqu'au Mont Galiem. Et on pouvait marcher comme ça parce que c'était vraiment très lent. C'était très long.
Ça, c'est des heures de voilà. marche. Ouais. On a fait au moins 3 heures comme ça sur la route. Et il y avait plein de gens. Et le président n'était pas debout parce que d'habitude, il se mettait debout quand il venait pour saluer le public. Mais là, il était dans sa voiture, il n'a pas bougé. Alors nous, on ne savait pas qu'il était en train de nous écouter. Et tout ce que nous disions là, parfois on pleurait, parfois on chantait les chants là, qu'on chante quand quelqu'un est décédé. Donc le président était tellement ému. Il ne nous a pas dit, mais dans l'entourage, on nous a dit. D'ailleurs, le président a beaucoup aimé ce que vous avez fait de l'aéroport jusque-là. Ça nous fait plaisir parce que lui, c'était un journaliste, il connaissait. Donc quand les choses n'allaient pas, il était le premier à le dire. Donc on a fait ce reportage-là et on a terminé le reportage. Et je crois 2 ou 3 jours après, parce qu'on a enterré maman Mobutu d'abord ici, à Kinshasa. Et 2 jours après, le président dit que je vais partir à Guado avec le deuil. Donc, je ne prends pas la presse. Je pars seulement. On me dit, bon, va à l'aéroport, assure le départ du président et tu reviens. Bon, on arrive à l'aéroport, on fait le départ du président. Il y a un des officiers qui vient, qui dit, le président a dit, montez dans l'avion. Montez dans l'avion. Montez dans l'avion. Finalement, il aura besoin de vous parce qu'il y a des gens qui vont venir pour lui présenter les condoléances. C'est des grandes personnalités, donc il faut qu'il y ait la presse. Moi, je dis, mais moi, je n'ai pas le droit de voyager. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, j'ai commencé à appeler. On a appelé à la radio. On a dit, bon, écoutez, là, le président veut que... Il faut dire vite au chef de venir parce qu'ils doivent partir. Alors, c'est comme ça. Que vous montez dans l'avion du président. Oui. Et que vous rencontrez le président. On a attendu, finalement. Bon, je rencontrais déjà quand même le président, puisque je faisais des interviews, souvent il était là. Oui. Et il a toujours un mot à rire, il a toujours une blague, souvent. Mais donc, c'est là que vous partez avec le président. Après, oui, ça devient une habitude. Après, voilà, maintenant, c'est bon. Oui. Quand vous n'êtes pas là, le président, il voit que vous n'êtes pas là. Il demande où est Madame Kabangou. Non, pas du tout. Non, là, non. Non, parce qu'on avait l'impression que c'était, voilà, vous étiez proche du président. Hein. On était proche, mais il ne nous parlait pratiquement pas. Le président, il fait beaucoup de remarques, surtout. Parce qu'il était très strict. Mais qu'est-ce que ça fait, en ce moment-là, de travailler pour une chaîne publique, même si beaucoup de choses n'ont pas changé aujourd'hui, et de couvrir les activités du président tout en restant journaliste dans une période aussi difficile que celle de la dictature? Oui. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est du journalisme ou de l'accompagnement de la communication du président? Les deux. Puisque quand même, il n'y avait pas que les informations du président. À l'époque, on avait les informations aussi qui venaient de l'Afrique. On avait une édition du journal qui prenait national, Afrique et international. Donc, il n'y avait pas que le président. Est-ce qu'il vous est arrivé, quand vous êtes chez le président, que vous faites un reportage ou vous êtes en train de couvrir un événement chez lui et qu'après ils vous disent, par exemple, qu'il n'a pas été d'accord de la façon dont vous avez dit quelque chose? Mais il ne nous disait pas à nous. Non, il ne nous disait pas à nous. Je crois qu'il faisait des remarques à nos chefs, ou bien surtout à notre directeur général. À l'époque, c'était Ndongo Badjanga. Ça veut dire que vous n'étiez pas vraiment en contact étroit avec le président. Mais je vois par contre sur une photo qu'on va voir tout à l'heure que vous apportez un bouquet de fleurs au président avec sa femme qui est derrière. Oui. C'est quoi? C'était à quelle occasion? C'était à l'occasion de son anniversaire. Donc là, c'était le bouquet du groupe de presse. Parce qu'en fait, on venait de la RTNC, on nous a envoyé en détachement. Donc, détachement, là, il y a tout le monde. Il y a un journaliste pour la radio, un pour la télévision, il y a le caméraman, il y a un preneur de son, et même celui qui doit mettre la lumière et tout ça. C'est une petite équipe d'une dizaine, non, on était 7 ou 8, comme ça. Donc, à l'époque, moi, j'étais le responsable de l'équipe. Parce que Lumbana venait de devenir le directeur de la presse présidentielle. Monsieur Lumbana Kapasa, que je salue, qui est vraiment quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a formé, qui m'a aidé
à découvrir ma passion pour ce métier. Il m'a beaucoup aidé, il m'a tapé sur la tête pour la façon de faire les choses. C'est vraiment une grande école. Donc, oui, absolument. Je le salue d'où il nous suit. Et donc là, alors, je vais encore rester un tout petit peu avec le président Mobutu parce que c'est cette période-là que moi, je vous voyais à la télé. Est-ce que quand on est journaliste à la présidence à l'époque de Mobutu, on bénéficie de certains avantages? Je vois que derrière le président, vous avez aussi reçu d'autres présidents. On le voit sur les photos. Est-ce qu'on bénéficie de certains avantages, je veux dire, matériels d'être président? De ce côté-là, c'est surtout quand on voyageait. C'est-à-dire que quand on allait en voyage, de temps en temps, on nous donnait une enveloppe qui venait du président. On disait de lui qu'il était très généreux. Oui, il était. Il l'était. Très généreux. Bon, mais peut-être que nous, on ne recevait pas tout ce qu'il donnait. Hein. Ça passait par où? Ah. Mais non, ça, c'est connu. Vous appreniez des histoires. Oui, voilà, c'est connu. Mais directement comme ça. Malheureusement, parce qu'ils ne nous donnaient pas directement. Ça passait par les services, donc on ne sait pas. Et quand vous faites ça comme ça, quand le président fait quelque chose en tant que journaliste, vous ne dites pas ça? Parce que quand même, vous recevez un peu d'argent du président. Donc. Oui, on recevait. Okay. On recevait de l'argent. Ouais. Et ça vous empêchait de faire votre travail comme il faut? Pardon? Enfin, un journaliste, il ne reçoit pas l'argent du président. Et des deux, quand il reçoit, il peut bouffer, mais il ne dit pas des choses pour faire plus plaisir au président. Non, ce n'est pas ça. C'était la dictature. Nous, on avait déjà ça dans le sang, je peux dire ça. Ouais. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ouais. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Et on ne le faisait pas. C'est tout. On connaissait les limites. Il y a des petites choses qu'on pouvait dire, mais pas trop. Ça allait l'énerver. Il ne faut pas l'énerver. Nous, ce n'était pas le but. On était... et c'est là, justement, on va revenir sur ça tout à l'heure, et c'est là que vous rencontrez d'autres présidents qui viennent justement visiter le président Mobutu, avec qui à qui vous avez l'opportunité de tendre votre micro. C'est le summum de votre carrière de journaliste. Ça vous fait quoi? Si vous regardez de Mbujima et d'où vous veniez. J'étais très fière, parce que je me disais que c'est ce que je voulais, c'est ça que j'ai finalement reçu. J'ai atteint en quelque sorte le but que je m'étais fixé, être la première. Donc, j'étais la première journaliste à la télévision, j'étais la première, comment dirais-je, permanente au Parlement, j'étais la première permanente chez le président, j'étais aussi la première à devenir directrice. J'étais sous-directeur de la radio. Votre parcours, Madame Maman Pauline Kabango Chita, je préfère vous appeler comme ça, m'inspire énormément. Je me sens connecté à vous, parce que comme vous, je suis sous vos pas, c'est ce que je peux dire. Comme vous, je suis sur vos pas. Comme vous, j'ai commencé à Kikwit, à la radio, comme par hasard, comme vous. Exact. Comme vous, j'arrive à Kinshasa, j'ai fait la radio, on me découvre. Comme vous, je passe à la télé. Voilà. Comme vous, j'ai la chance de faire une interview avec le président de la République. Waouh. Comme vous, je vous reçois aujourd'hui. Donc vous êtes une vraie inspiration pour nous, les jeunes, mais surtout pour les filles, les dames, les jeunes d'aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs, il y a mes filles que j'adore, que je pense vont être inspirées dans ce que vous dites, et d'autres filles congolaises qui vous suivent aujourd'hui. Mais quand vous voyez le métier tel que vous l'aviez fait à l'époque et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites « Ah, j'aurais aimé, j'espère que j'aurais été journaliste maintenant » ou « Heureusement que je ne suis plus journaliste ». C'est de quel côté que vous vous situez? Un peu heureusement que je ne suis plus là. Oui, parce que le jour de l'inauguration, vous aviez dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai rien à dire. Oui, je voulais ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous, on a vécues qui n'existent plus. C'est-à-dire, comme j'avais dit la dernière fois, nous, on recevait les dépêches d'agence. Donc, ce n'avait pas que l'ACP, la ZAP, donc l'agence congolaise. Mais il y avait aussi Reuters, on recevait Associated Press, on recevait Chine Nouvelle, vous voyez. On avait des informations de partout. Et quand on fait un journal, c'est l'actualité.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'actualité. Il y a des choses qu'on passe à la télévision qui sont vieux. On met ça dans le journal de 20 heures. Non. Et puis on répète les choses à longueur de semaine. Moi, bon, j'ai réfléchi, je me dis que peut-être c'est une question de financement. Vous parlez de la chaîne nationale. De la chaîne nationale. Moi, je ne connais pas les autres chaînes. Bon, je regarde même beaucoup de choses sur YouTube parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi. Mais là, quand je parle comme ça, c'est la maison où j'ai vécu. Donc, avec un peu de... Avec le recul, oui. Je me dis qu'ils doivent manquer les moyens. Parce que s'ils avaient les moyens, ce n'est pas comme ça que la télévision pouvait être. Parce que comment voulez-vous? Par exemple, on fait les réalisations du président Tshisekedi. Pendant un mois, on ne vous lance que les rocades. Les rocades. Les rocades. Et puis, quand on fait les universités, c'est toujours l'UPN. 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 Mais il a fait autre chose. Pourquoi? Sûrement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller tourner. Oui, de faire les tournages. Je suis triste. Peut-être. Alors si aujourd'hui, allez, on vous dit, Madame Kabangu Tshita, avec toute votre expérience, votre expertise dans cette maison, nous voudrions que vous puissiez venir donner un coup de main pour gérer la RTNC. Accepteriez-vous? À mon âge, je crois que c'est... Non, ce n'est plus de mon âge. Vous avez vos facultés mentales. Oui, j'ai les facultés, mais... C'est pas quelque chose qui vous intéresse? On ne sait jamais. Non, ça peut toujours m'intéresser, mais ce n'est plus de mon âge. Vous feriez... Je marche difficilement, c'est des choses... Ça, c'est pas grave, on peut trouver une solution. Le pape, il marche difficilement, mais ça ne lui empêche pas de faire des choses. Non, des responsabilités telles que ça, non, ça serait trop. Et puis, dans un environnement où vous manquez le moyen pour faire le travail, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le travail ne peut pas changer ou augmenter. On peut pas... On n'a même pas étiquette vestimentaire. Parce que nous, on s'habillait toujours en congolaise. Nous sommes... La télévision, c'est le miroir de la culture. Nous, on ne montre plus notre culture. Maintenant, on se met en veste, on se met en je ne sais pas quoi. Non, on est des Congolais. Moi, j'étais épouse d'ambassadeur. Je ne suis jamais allée dans une manifestation officielle autrement habillée qu'en congolaise. C'est impossible. C'est des choses qui n'existent plus. C'est des valeurs oubliées. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Ben, peut-être que ce sera vous qui allez changer ça. Bon, vous disiez donc que vous ne vous préoccupez, vous vous préoccupez moins du mariage après votre premier mariage. Il n'y a que vos enfants et vos études qui vous intéressent, jusqu'à ce que vous rencontrez quelqu'un de très mignon, journaliste aussi comme vous à la RTNC, c'est ça. Qui vous détourne de tout ça. Ah non, seulement même on s'est connus dans le stage. Dans le stage? Allez, racontez-moi votre histoire. C'est un autre journaliste. Parce qu'apparemment, entre nous, les journalistes, ça ne marche pas, mais pour vous, ça a marché. Ça a marché. C'était quoi le secret? Monsieur Marcel Moulumba Chidimba. Oui. C'est lui votre époux, monsieur l'ambassadeur, que je salue. Ouais. Bon, on s'est rencontrés quand on faisait le stage de journaliste, justement. C'était tout au début. Hein. Alors, lui, il a réussi l'examen, il est parti à Paris. Oui. Moi, je suis restée. Mais comment a-t-il vécu votre ascension? Parce que je veux dire que dans la culture, et si je peux reculer un tout petit peu, ça devait être un brave, quelqu'un qui a confiance en lui, de voir sa femme. Oui. Il faut beaucoup de confiance, qui avance et qui le laisse avancer. Oui. Comment il a vécu ça? C'était facile? Il vous a appuyé? Il vous a soutenu? Bon, c'est un peu une question à laquelle il doit répondre, mais ce que moi je sais, c'est qu'il a toujours été compréhensif. Ouais. Et il a beaucoup de confiance en moi. Donc c'est comme ça qu'on a pu tenir jusque-là. On a fêté nos 50 ans de mariage il y a l'année dernière. Waouh! Félicitations! Merci. J'ai raté l'invitation, mais on peut toujours se rattraper à la 51e. Vous n'étiez pas ici. Alors, donc, et finalement, c'est lui qui vous dit, non, vous devez arrêter le journalisme, vous venez avec moi, je suis nommé ambassadeur en Allemagne. Non, c'est moi qui ai choisi, à cause des enfants. On a des enfants qui étaient encore jeunes. Ah oui, vous avez dit, c'est vrai.
que les enfants... Les enfants sont jeunes, c'est-à-dire que moi, je faisais beaucoup de voyages. Oui. Alors, il faut quand même qu'il y ait l'autorité parentale. C'est-à-dire que j'avais ma nièce qui était, ou plutôt ma cousine qui était là, qui s'occupait de mes enfants. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'elle est un peu comme amie des enfants. Donc, il y a des choses que les enfants doivent faire, ne font pas. Maman Lek, Maman Lek. Mais il fallait quand même qu'il y ait une autorité. Donc, à un certain moment de votre carrière, vous avez dû arrêter pour vous occuper de vos enfants. Oui, et de mon mari. Ok, et de votre mari. Oui. Ouais. Et donc, nous sommes partis en Allemagne. Et ça fait 33 ans qu'on a fait là-bas, pas seulement en Allemagne, on a été aussi en Éthiopie. Combien d'années en Allemagne? Presque 3 ans. Après, quand le mur est tombé, nous avons quitté l'Allemagne, nous sommes allés en Éthiopie. Et là, on a fait 9 ans presque. oui. Et puis, on nous a envoyés au Mozambique. Là, nous avons fait encore 2 ans. À la 3e année, on a quitté. Et il est devenu ambassadeur, parce qu'avant, il était conseiller. Bon, il est devenu ambassadeur, on nous a envoyés au Japon. On a fait 10 ans au Japon, pratiquement aussi. Wow. Et on nous a envoyés, pour terminer, on était en Turquie. Et en Turquie, on a fait 10 ans. Mais pendant tout ce temps, votre métier pour lequel vous aviez une grande passion, ne vous manque plus, c'est fini, c'est bon, c'est fait? Oui, ça m'a toujours manqué. Mais comme je vous ai dit, je suis une personne qui lit beaucoup et qui veut apprendre des choses. Donc, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai appris beaucoup pendant tout ce temps-là. Comment? Oui, allez-y. J'ai appris à coudre, j'ai appris à faire des bijoux, j'ai appris... C'est ça, ça vendrait bien, hein, bijoux avec des griffes Pauline Kabanguchika. Moi, j'en ferai la publicité. Mais alors, un autre événement, comment avez-vous vécu la mort du maréchal Mobutu, quelqu'un avec qui... Oui, avec beaucoup de tristesse. Ouais. Et bon, on était déjà très malheureux, moi personnellement, quand il a dû quitter, et il était malade, souffrant. Et on avait l'impression qu'il était abandonné de tous. Ça fait très mal. Mais c'est la vie. Ouais, la vie. C'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir partagé toute cette expérience avec nous. Mais vous êtes, comme je l'ai dit, une icône, une référence. Quelqu'un qui doit être célébré dans ce pays. Dans le monde des médias, mais vous êtes dans... Enfin, je dirais pas dans les oubliettes. On ne vous regarde pas, on regarde ailleurs. Voici la personne qu'il faut regarder quand il faut parler de... femme journaliste, la dame mais il y a qui beaucoup peut incarner le journaliste. Beaucoup de jeunes qui ont suivi, des jeunes filles qui ont suivi le métier à cause de moi. Oui. Souvent, elles me disent ça. Elles vous disent ça. Oui. Ça c'est bien. Il faut bien. Je suis vraiment contente. Il faut qu'elles le disent aussi à la télé. Il faut qu'on vous montre. Il faut que nos filles, nos enfants, nos sœurs qui sont dans ce métier vous regardent parce que vous représentez une lutte. Vous êtes une référence et que, à entendre votre histoire, ça peut inspirer d'autres. Vous avez vu que le travail peut amener quelqu'un où il veut et l'amour pour ce travail. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux journalistes congolais en général, mais surtout à la femme journaliste, que lui diriez-vous? Bon, moi je dirais que ce qui est le plus important dans le métier, c'est de continuer à se former et à s'informer. Parce que si vous n'êtes pas bien informé, vous ne pouvez pas aussi informer les autres. Et il y aura toujours des problèmes. Et puis, il faut beaucoup lire. Ce que j'ai constaté, que les Congolais ne lisent plus. Et les parents ne poussent pas leurs enfants à lire. Donc, malheureusement, il y a le téléphone qui a beaucoup chamboulé beaucoup de choses. Et c'est vraiment bien dommage. Il faut vraiment beaucoup lire, il faut être très sérieux quand on travaille. C'est votre gagne-pain, donc il faut vraiment être très très sérieux avec le travail qu'on fait. Voilà, un conseil à suivre. Sinon, moi je voulais aussi vous dire particulièrement merci d'avoir rehaussé de votre présence à la cérémonie du lancement de Kinshasa Télévision. J'étais très très touché de vous voir, j'étais très ému. Que vous ayez accepté de venir. Oui, je vous connaissais aussi parce que j'ai regardé beaucoup de vos prestations. Ah, avec quel honneur que vous me regardez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, d'avoir accepté d'être venue sur notre plateau. Je vous souhaite encore très longue vie et la vie pour vous et pour votre mariage. J'espère être là au 51e anniversaire. Sinon, bonne chance pour le reste de votre vie. Merci encore. Merci.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés et branchés au programme de Kinshasa Télévision. S'il vous plaît, je vous demande de vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision. Chaque jour, vous êtes très nombreux à suivre nos émissions. Continuez à aimer, à liker, à vous abonner à cette chaîne pour nous motiver à vous apporter de plus amples contenu de qualité et des valeurs. Merci encore. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. À très bientôt avec un autre invité. Au revoir.